Nous voyons aujourd'hui, toujours en relation avec le théorème de Bernoulli, dans quelles conditions de l'air contenu dans un réservoir sous pression va-t-il se comporter comme un fluide incompressible. Bien voilà, nous considérons donc un réservoir, pour cela, contenant de l'air sous pression, une pression que je noterai P0, donc l'air contenu dans cette enceinte sera une pression supérieure à la pression atmosphérique. Nous noterons cette pression P0. Puis nous allons pratiquer un piquage sur la paroi de ce réservoir pour laisser y échapper l'air vers l'atmosphère. Voici donc l'orifice que nous avons pratiqué sur ce réservoir de pression. L'air va donc s'échapper depuis l'intérieur, les grandes pressions, vers l'extérieur, les faibles pressions. Nous supposerons donc en premier lieu le fluide comme étant parfait et évidemment compressible. Et nous allons voir dans quelles conditions nous pourrons supposer que nous avons affaire à un écoulement incompressible. Donc voici les hypothèses. Le fluide sera supposé comme étant parfait. Les dimensions du réservoir sont très grandes par rapport à celles de l'orifice, si bien que la variation de la pression par rapport au temps, c'est-à-dire la diminution de la pression par rapport au temps, est très lente, de manière à pouvoir supposer que l'écoulement est quasi stationnaire. Donc les variations de la pression P0 par rapport au temps sont très lentes, ce qui nous fait écrire la dérivée partielle de P0 par rapport au temps est presque égale à 0. Puis nous supposerons loin de l'orifice que les vitesses sont nulles, puisqu'il y a uniquement ici que les vitesses vont être importantes au voisinage du piquage de l'orifice. Tout ça, c'est en relation avec les dimensions du réservoir, puisqu'elles sont très grandes. Donc loin de l'orifice, je pourrais supposer que la vitesse est à peu près égale à 0. Donc voici mes trois hypothèses, auxquelles je vais rajouter deux autres. Donc je vais me choisir l'axe vertical ascendant, et je vais le nommer Z. Je vais supposer que mon air obéit sensiblement à la loi des gaz parfaits, Et enfin, je vais supposer que nous avons affaire à un écoulement isotherme. Cette hypothèse sera remise à la fin, à l'occasion d'une discussion à propos de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà mes 6 hypothèses. Nous allons maintenant essayer d'appliquer le théorème de Bernoulli entre deux points, l'un se situant à l'intérieur du réservoir, l'autre se situant au niveau de l'orifice, pour avoir la vitesse V de sortie. Donc je vais me choisir, pour me simplifier la vie, une ligne de courant horizontale pour ne pas avoir à traîner avec moi l'énergie potentielle d'opposition, ρGZ. Et donc je vais appeler ces deux points les points 1 et le point 0. Le point 0 se trouve à l'intérieur du réservoir et le point 1 juste au niveau de l'orifice. Donc j'ai choisi cette ligne de courant horizontale pour ne pas avoir l'énergie potentielle d'opposition. Et j'écris le théorème de Bernoulli pour un fluide compressible que voici. Donc, comme on l'avait déjà signalé, il est préférable de diviser l'équation par ρ, pour ne laisser le problème qu'au niveau de la dernière intégrale. Je vais donc diviser par ρ, qui est évidemment variable, puisque nous avons dit que nous considérions le cas d'un fluide obéissant au modèle du gaz parfait. Donc en divisant, je vais avoir ceci. Comme l'écoulement est quasi stationnaire, l'intégrale curviligne de circulation peut disparaître du théorème de Bernoulli. La pesanteur, puisque Z est restée constante, va disparaître entre 1 et 0. Je vais donc avoir ceci. Après simplification, je vais avoir ceci. Donc j'appellerai la vitesse à la sortie au point 1 V, celle loin de l'orifice, puisque les dimensions sont très grandes, on avait dit qu'elle était considérée comme étant négligeable. La pression dans le réservoir, que je suppose uniforme, c'est P0. Et bien sûr, lorsqu'un fluide
émerge dans une atmosphère, il prend la pression de l'atmosphère, c'est-à-dire dans mon cas, la pression atmosphérique, PA. Donc je vais appliquer, donc je vais avoir 1 demi de ρ V carré entre 1 et 0, donc ça va être entre le point 1 au point 0, c'est 0, et je transpose l'intégrale de dp sur ρ au second membre, donc je vais avoir moins dp sur ρ, sachant que ρ c'est P sur RT, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, donc je remplace. Sachant que le fluide est isotherme, la constante massique des gaz parfaits, je fais sortir tout ce bloc de l'intégrale, donc je vais avoir RT dP sur P. T, puisque T est isotherme, nous avons dit que nous avons affaire à une opération isotherme. Donc voilà à quoi nous aboutissons. Une fois que j'intègre, entre 1 et 0, soit en inversant les bornes entre 0 et 1, j'aurai log de P0 sur PA. Quand j'inverse les bornes, log de P0 sur PA qui est égal à 1 sur 2 RT V carré quand je fais passer le 2 RT au dénominateur du premier membre. Voici donc à quoi j'aboutis. Voici la relation qui me lie la pression P0 à la vitesse. Je vais prendre l'exponentielle de cette relation. J'obtiens ceci. C'est une relation qui me permet de déterminer la pression connaissant la vitesse de sortie ou l'inverse. Je peux connaître la vitesse connaissant la pression à un instant t donné. Bien. Alors, j'ai l'exponentielle de V carré sur 2RT. Cet argument, je vais supposer que V carré sur 2RT est très petit par rapport à 1. Par ailleurs, je sais que RT c'est aussi égal à PA sur ρ. PA sur ρ. Donc je remplace ici RT. Ça va être PA sur ρA. PA sur ρA. Pour faire disparaître RT. Et je vais appeler l'argument de l'exponentielle epsilon. Je vais appeler ρA V carré sur 2PA epsilon. Et puisque epsilon, je vais supposer qu'il est très petit par rapport à 1, je vais effectuer le développement en série de la fonction exponentielle. Nous allons donc avoir exponentielle de epsilon qui sera égal à epsilon 1 plus epsilon carré sur 2 plus epsilon cube sur 3 factoriel, etc. Donc je remplace ensuite dans la prochaine diapositive epsilon par son expression pour le second terme, pardon. Donc je remplace ici epsilon, ça va me donner 1 demi de ρ V carré, et PA se simplifieront. Je vais obtenir ceci. Auparavant, je vais négliger les ordres supérieurs à 2 au troisième ordre. Donc je vais négliger epsilon cube, epsilon 4, etc. Je vais donc me limiter au troisième ordre. Je multiplie PA par epsilon. Ça me donnera ceci. PA par epsilon. PA disparaît. Et je trouve ce résultat-là. Une fois que j'aboutis à l'expression de PA, en ayant eu recours au développement en série de la fonction exponentielle, je trouve une relation qui me fait penser à celle du fluide incompressible. Je vais m'expliquer dans la prochaine diapositive. Donc voici à quoi j'ai abouti. L'expression de P0, pardon, la pression au niveau du réservoir, comment est-ce qu'elle varie en fonction de la vitesse. Puis je vais faire une opération qui consiste à supposer que mon fluide est incompressible. C'est de l'air, mais je vais supposer quand même que mon fluide est incompressible. Donc je vais réécrire le théorème de Bernoulli entre le point 0 et le point 1, entre le point 0 et le point 1, en faisant l'erreur délibérée de supposer que le fluide est incompressible. Donc je vais avoir tout simplement P plus ρgz plus 1 demi de ρv carré au point 0, qui va être égal à P
plus rho GZ plus 1 demi de rho V carré au point 1, puisque la ligne de courant est horizontale, je me débarrasse des énergies potentielles de position dans le champ gravitationnel, j'obtiens tout simplement ce résultat. P0 sera égal à PA plus 1 demi de rho, de rho A V carré. Je me rends compte que les deux premiers termes du développement en série correspondent au cas du fluide incompressible. Regardez bien, soyez attentifs. PA plus 1 demi de rho V carré, c'est exactement les deux premiers termes du développement en série, de l'exponentielle quand j'ai effectué le développement en série de l'exponentielle. Donc en fin de compte, le terme qui traduit la compressibilité, c'est ce dernier terme. C'est ce dernier terme. Si bien que si je devais négliger le troisième terme du développement en série devant le deuxième terme, le troisième terme du développement en série de l'exponentielle devant le deuxième terme, on pourrait supposer que l'air se comporte sensiblement, asymptotiquement, comme un fluide incompressible. On pourrait dire que l'air se comporte asymptotiquement comme un fluide incompressible. Maintenant, remarquez également que epsilon, il est fonction, on le voit, des propriétés intrinsèques du fluide, mais également de la vitesse de sortie, de la vitesse V de sortie. Bien. Alors allons récapituler sur la prochaine diapositive tout ce qu'on a trouvé. Donc si je suppose que mon fluide incompressible, bizarrement je trouve les deux premiers termes de la solution exacte. Et comme je l'ai dit, si je devais négliger le troisième terme du développement en série de la fonction exponentielle devant le deuxième terme, ben nous pourrons dire que l'air se comporte asymptotiquement comme un fluide incompressible. En fait, donc on va décider maintenant de l'erreur relative commise si l'on suppose que le fluide est incompressible. Puisqu'il s'agit de négliger le troisième terme devant le second terme, l'erreur relative va être égale à epsilon carré sur 2 divisé par epsilon. Donc epsilon carré sur 2 divisé par epsilon, ce qui me donne une erreur relative de epsilon sur 2. Je remets. Donc si je dois négliger le troisième terme du développement en série de la fonction exponentielle devant le deuxième terme, je commettrai une erreur delta qui correspondrait à epsilon carré sur 2 divisé par epsilon, ce qui me donne epsilon sur 2. Voici donc l'erreur relative epsilon sur 2. Donc dans les applications, quand on nous demandera très souvent, on nous demande quand il y a du gaz qui s'échappe par des orifices, à vérifier est-ce que les hypothèses du problème restent valables, c'est-à-dire est-ce que le fluide incompressible, le fait de l'avoir considéré comme étant incompressible est valide, on va voir qu'il faudrait respecter une erreur relative faible. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est-à-dire epsilon sur 2 doit être très petit par rapport à 1. Là maintenant, je reviens, je récapitule un peu tout ce que nous avons trouvé. Donc à droite, vous avez le cas où on suppose que le fluide est incompressible. Et ici, lorsque le fluide est compressible, à quoi nous aboutissons? Nous avons dit que l'erreur relative était epsilon sur 2. Revenons un tout petit peu sur epsilon. Nous avons dit que epsilon, c'était V carré sur 2PA, rho V carré sur 2PA, rho A. Je peux l'écrire sous cette forme-là en mettant au carré le tout. Le dénominateur, puisque epsilon est sans unité, n'a pas de dimension, donc c'est une vitesse à la dimension d'une vitesse, Lt-1, et je vais faire le calcul de cette vitesse, que j'appellerai V étoile, 2 fois la pression atmosphérique divisée par la masse volumique de l'air. Alors faisons ce calcul, j'appelle cette vitesse 2 fois la pression atmosphérique sur 2 sur la masse volumique de l'air, j'appelle cette vitesse V étoile. Elle sera égale donc à 2 fois 101 325 pascal, divisé par 1,2 à peu près
la masse volumique de l'air, et nous trouvons 410 mètres par seconde, approximativement 410 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Tant que mes vitesses, les vitesses de fluide V, restent très faibles par rapport à V étoile, c'est-à-dire 410 mètres, l'air se comporte asymptotiquement comme un fluide incompressible. Comme un fluide incompressible. Si mes vitesses sont très très faibles par rapport à 410 mètres par seconde, l'air se comporte asymptotiquement comme un fluide incompressible. Maintenant, nous allons voir deux cas extrêmes. Un cas où la vitesse sera très petite par rapport à 410 et un deuxième cas. Donc nous allons considérer d'abord le cas où vous avez une vitesse de 40 mètres par seconde et un second cas où la vitesse sera égale à 130 mètres par seconde. Après tout calcul, quand nous calculons epsilon, c'est-à-dire 40 mètres par seconde divisé par 410 mètres, le tout au carré, divisé par 2, pour l'erreur relative, et idem pour 130 mètres par seconde, nous trouvons des erreurs relatives suivantes. Delta, c'est 0,5, donc je répète encore comment j'ai fait le calcul, c'est 40 divisé par 410, le tout au carré, divisé par 2. Delta, c'est epsilon sur 2. Epsilon sur 2. Je trouve 0,5% d'erreur, je commets 0,5% d'erreur. Si au contraire je considère une vitesse de 130 mètres par seconde, 130 mètres par seconde, l'erreur est de 5%. Eh bien, les mécaniciens des fluides se sont mis d'accord pour choisir une vitesse intermédiaire et ils considèrent que tant que vous ne dépassez pas 100 mètres par seconde, 100 mètres par seconde, vous pouvez considérer votre gaz comme étant un fluide incompressible. L'écoulement de votre gaz se comporte asymptotiquement comme celui d'un fluide incompressible. Juste pour se fixer les idées, si la vitesse elle est égale à 100 mètres par seconde, eh bien vous ne commettez une erreur qui ne dépasse pas dans tous les cas 3%. 3%, ce qui est très acceptable. Donc voilà ce que nous dirons. Les liquides sont très peu compressibles. S'ils sont isothermes, ils sont très très peu compressibles. Les gaz, au contraire, le sont éminemment. Mais tant que les vitesses ne dépassent pas 100 mètres par seconde, même un gaz, on pourra le supposer comme se comportant comme un fluide incompressible. Vous devez à chaque fois vérifier cette erreur relative. Si l'erreur relative reste inférieure à 1, très petite par rapport à 1, vous pourrez considérer votre fluide comme se comportant asymptotiquement comme un fluide incompressible. Bien, voilà. C'était un peu un critère d'incompressibilité qui me permettait pour les gaz de voir dans quel cas pouvait-il être considéré comme étant incompressible et travailler avec le théorème de Bernoulli en écoulement stationnaire ou instationnaire dans le cas d'un fluide incompressible. Nous l'avons vu qu'il fallait à chaque fois vérifier ce critère, c'est-à-dire vérifier est-ce que delta, l'erreur relative commise, n'est pas très grande. Bien, dans tout le problème que j'ai considéré, dans le problème d'aujourd'hui, j'ai supposé que mon fluide était isotherme. Mon fluide était isotherme. Mais en réalité, cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. En effet, pour accélérer mon fluide, donc il atteint des énergies cinétiques très importantes, des vitesses très importantes, cela doit se faire au détriment de l'énergie potentielle mécanique, celle de la pression motrice. Mais pas seulement. En effet, le fluide va puiser dans sa propre énergie interne. Donc il va, pour pouvoir s'accélérer, pour pouvoir augmenter les vitesses, pour arriver à des vitesses comparables à V étoile, dans le cas d'un fluide compressible, le fluide va puiser de l'énergie de pression motrice, l'énergie potentielle mécanique, P étoile, mais également dans sa propre énergie interne. Ce qui fait que s'il puise dans son énergie interne, il va se refroidir. Sa température va baisser, ce qui fait que le fluide ne sera plus isotherme. En toute rigueur, il faudrait adjoindre à l'équation de l'énergie à travers l'application du premier principe de la thermodynamique. Cela dépasse le cadre de ce cours, mais ce que l'on peut dire, c'est que nous allons aboutir à une vitesse C, qui est la vitesse du son dans le fluide, qui est à peu près égale dans les conditions normales à 343 mètres par seconde, et qui traduit
la célérité de propagation des perturbations de pression dans le fluide considéré. Donc, ce que je viens de dire dépasse le cadre de ce cours, pardon, dépasse le cadre de ce cours. En effet, nous travaillerons dans notre cours uniquement avec le cas des fluides incompressibles. Par conséquent, les vitesses doivent être très faibles par rapport à 410 mètres par seconde. Et donc, nous pourrons considérer dans les applications de TD que le fluide pourra être toujours considéré comme étant asymptotiquement incompressible. Voilà, cela finit et termine le cours. Il me restera une ultime partie à vous présenter. Je vais reprendre avec vous le cas du barrage poids. On verra un peu comment s'effectue le bilan de force pour pouvoir déterminer la résultante des forces qu'exercera l'eau sur le barrage. Ceci portera donc sur la prochaine séance qui clôturera cette playlist réservée au cas des fluides incompressibles s'écoulant en régime s'écoulant dans le cas d'un fluide parfait en régime stationnaire et instationnaire. Voilà, bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère.